Salut, Reddit. J'ai 39 ans, je suis une femme, et je suppose qu'on pourrait dire que ma famille a toujours eu une sorte de hiérarchie. Du moins, mon père s'assurait que c'en est l'air. Certains d'entre nous étaient les vedettes et les autres, eh bien, nous étions tolérés. En grandissant, j'étais la serviable, celle qui restait silencieuse pendant le dîner quand mon frère, Thomas, 41 ans, homme, se vantait de ses notes, ou quand ma jeune sœur, Chloé, 36 ans, femme, faisait défiler ses derniers petits amis devant tout le monde, attendant des compliments sur sa beauté. Mes parents, surtout mon père, ne m'ont jamais vraiment complimenté pour quoi que ce soit, sauf si cela leur profitait. Si je nettoyais la cuisine sans qu'on me le demande, bien. C'est ce que les filles doivent faire. Si je proposais de garder Chloé pendant que ma mère faisait des courses, c'est ta sœur. C'est ta responsabilité. Vous voyez le tableau. Je ne veux pas que ce poste soit une séance de lamentation. J'ai déménagé à 19 ans, je suis allé à l'école d'infirmière et je me suis construit une vie loin de tout ce bruit. Je travaille de longues heures dans un grand hôpital, principalement en traumatologie et aux urgences. C'est épuisant, mais j'aime ce que je fais. C'est chaotique. C'est difficile. Et oui, ce n'est pas le genre de travail où les gens organisent des dîners de célébration pour vous ou accrochent votre diplôme dans un bureau chic. Et je pense que ça fait partie du problème. Mon père a toujours vu la réussite d'une manière très spécifique, col blanc, bruyant et clinquant. Tout ce qui sortait de ce cadre? Pas digne d'être mentionné. Thomas travaille dans la finance d'entreprise. Il porte des costumes. Il parle en chiffres. Pour mon père, cela faisait de lui, le responsable. Chloé s'est mariée jeune, est restée à la maison avec les enfants et s'habillait toujours comme si elle se rendait à une séance photo pour un magazine. Selon mon père, cela faisait d'elle, l'élégante. Et moi? Je portais une blouse et des chaussures à semelles orthopédiques. J'étais, l'infirmière, un mot prononcé comme si c'était un lot de consolation. Alors, quand j'ai été invité ou plutôt convoqué à cette récente réunion de famille, je savais dans quoi je mettais les pieds. Je n'étais pas rentré à la maison depuis plus d'1 an. Après certaines des remarques les plus acerbes de mon père lors de la dernière visite, des commentaires comme « Tu ne veux pas faire quelque chose de plus de ta vie ?» Alors que je sortais d'un service de 12 heures, j'avais mis une certaine distance entre nous. Mais ma mère a appelé. Elle a dit que tout le monde serait là, que le mari de Chloé, Léo, venait d'obtenir une promotion et que la famille voulait célébrer la réussite. J'ai failli éclater de rire quand elle a dit ça, mais quelque chose m'a dit que je devais y aller. Pas par obligation, juste par curiosité. Quelque chose dans sa voix semblait étrange, nerveux, comme si elle lisait un scénario. Alors, j'ai dit oui. Je suis arrivé environ 30 minutes après l'heure officielle du début. Je ne m'étais pas beaucoup apprêté, une blouse propre, les cheveux attachés. Je venais directement d'une consultation avec la famille d'un patient du service des Grands Brûlés. Je ne m'attendais pas à être accueilli comme une reine. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce qui s'est passé. À la minute où j'ai mis le pied dans l'entrée, la pièce n'est pas devenue silencieuse, mais l'ambiance a nettement baissé. Quelques cousins ont offert des bonjours rapides, quelques regards gênés. Mon père, qui faisait sa cour près de la table à manger, a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a dit, avec un haussement d'épaule assez fort pour que tout le monde l'entende, « Oh, ce n'est qu'une infirmière. » Juste comme ça. Comme si j'étais l'invité de quelqu'un qui était entré par erreur. Je n'ai pas réagi. J'ai des années de pratique pour encaisser les choses venant de lui. Mais j'avoue que celle-là a été dure à encaisser. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Léo, le mari de ma sœur, celui qui avait apparemment juste eu sa promotion, s'est approché. Je ne l'avais pas vu depuis au moins 3 ans. Il était toujours poli, bien qu'un peu distant. Il a tendu la main pour me la serrer avec son sourire de vendeur. « Salut », a-t-il commencé. Ça fait un bas, il s'est arrêté en pleine poignée de main, au milieu d'un mot. Ses yeux se sont posés sur le badge accroché à ma poitrine, puis sont revenus sur mon visage. Quelque chose a fait tilt. Son sourire s'est effacé. Il a fait un petit pas en arrière et a sorti son téléphone. Je l'ai regardé faire défiler, taper, faire défiler à nouveau. Puis son visage a perdu toute couleur. Et pour la première fois depuis des années, la pièce entière est devenue silencieuse. Même mon père, en pleine conversation avec Thomas, s'est retourné pour regarder. Chloé était à la table du buffet,
en train de mettre quelque chose dans une assiette, mais ses yeux se sont fixés sur Léo comme si elle venait de le voir faire tomber un verre de vin. Il m'a regardé à nouveau, clignant des yeux comme s'il n'était pas sûr que j'étais réel. Puis il a chuchoté, presque trop bas pour que quiconque l'entende, « Attendez, vous êtes cette Élise Martin ?» Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Sa main était toujours à moitié levée, mais il l'a lentement laissée retomber. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Chloé, sa voix plus tranchante que je ne l'avais entendue depuis longtemps. Léo ne l'a pas regardé. Il me fixait toujours. « Vous travaillez à l'hôpital central de Lyon ?» a-t-il demandé. « Depuis 2011, ai-je dit. » Il a dégluti difficilement. « En traumatologie. » J'ai hoché la tête. « Pourquoi ?» C'est alors qu'il a tourné son téléphone vers elle, puis vers mon père, puis vers la pièce. J'ai vu la photo. C'était moi, avec un masque chirurgical et une Charlotte, debout à côté d'un lit de convalescence. Le titre de l'article était partiellement visible. Le téléphone de Léo tremblait légèrement dans sa main alors qu'il le tendait pour que la pièce puisse voir. Je savais déjà ce qui était sur l'écran. L'article était devenu semi-viral dans les cercles médicaux environ 2 semaines auparavant, un article sur une équipe d'infirmières et de chirurgiens en traumatologie qui avait réussi à stabiliser et à sauver 6 patients après un accident ayant fait de nombreuses victimes sur l'autoroute. Il se trouvait que j'étais l'une des coordinatrices principales aux urgences ce soir-là. La photo avait été prise après l'opération par un administrateur de l'hôpital, et j'avais été identifié dessus après coup. Je n'en avais rien dit à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait ? Il ne m'avait jamais interrogé sur mon travail, sauf dans le contexte de piques passives-agressives. Comme, ça doit être épuisant de s'occuper des problèmes des autres toute la journée, ou, penses-tu parfois à faire des études de médecine, ou es-tu à l'aise là où tu es ? Mais maintenant, c'était là, visible, indéniable et public. Le titre était concis, Ange de première ligne, comment Élise Martin et son équipe ont sauvé 6 vies dans le chaos de l'accident de la 6. Je n'ai pas bougé. Léo non plus. Ma sœur s'est approchée, arrachant le téléphone de sa main. « Pourquoi tu montres ça ?» a-t-elle demandé, clairement agacée. Elle est infirmière depuis toujours. Ce n'est qu'un article. Les gens écrivent des choses tout le temps. Léo a secoué la tête. Tu ne comprends pas. Cet article est partout dans la lettre d'information interne de mon entreprise. Notre président-directeur général l'a transféré avec une note personnelle. Le fils d'un de nos clients était dans cet accident. Cette femme, a-t-il dit en me montrant du doigt, les yeux écarquillés, a été créditée pour avoir coordonné le triage. Puis il m'a regardé à nouveau, plus attentivement cette fois. C'est vous qui avez maintenu le fonctionnement des urgences pendant que les chirurgiens opéraient. Vous gériez 5 équipes à la fois. J'ai haussé légèrement les épaules. C'est mon travail. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelqu'un dans cette maison me regarder avec un respect qui n'était ni forcé ni teinté de jugement. Léo ne faisait pas semblant. Il était stupéfait. Vraiment stupéfait. Chloé lui a rendu son téléphone, les lèvres pincées en une ligne fine. « Et alors ?» dit-elle doucement, mais assez fort pour que la pièce l'entende. Elle était responsable de quelques infirmières. Ça ne la rend pas spéciale. Thomas, debout derrière mon père avec un verre à la main, a gloussé doucement. Je veux dire, sans vouloir t'offenser, mais les gens exagèrent ces choses. Tu n'étais qu'une parmi tant d'autres, non ? J'ai finalement parlé calmement. Oui, j'étais une parmi tant d'autres. Mais j'ai coordonné la réponse traumatologique du service. J'ai pris la décision de dérouter toutes les ambulances vers l'aile sud. Cette décision a permis de libérer de l'espace pour la chirurgie, ce qui a probablement sauvé la vie de 3 personnes. Ce n'était pas que de la chance. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas bombé le torse. Je n'en avais pas besoin. L'ambiance dans la pièce avait déjà changé, mais tout le monde n'était pas convaincu. Mon père a laissé échapper un long soupir, le genre qu'on pousse quand on est irrité mais qu'on essaie de paraître neutre. C'est bien, mais je pense que c'est un peu dramatique de traiter chaque fait marquant professionnel comme un prix Nobel. Vous savez tous comment sont les médias. Ils adorent exagérer les histoires. Léo s'est tourné vers lui, les sourcils froncés. Votre fille a aidé à empêcher un hôpital de sombrer dans le chaos pendant une catastrophe.
Ce n'est pas un article de complaisance. Papa a croisé les bras. C'est une infirmière, Léo. Une bonne, j'en suis sûr. Mais elle a choisi ce métier. Tu agis comme si elle dirigeait une entreprise du CAC 40. J'ai senti la piqûre. Non pas parce que je n'avais pas entendu pire de sa part, mais parce que maintenant, d'autres l'entendaient aussi. Pas d'excuses, pas de mauvaise interprétation. C'était lui, tel qu'il était, quand il s'agissait de moi. J'ai regardé autour de moi. Ma mère était dans la cuisine, faisant semblant de s'occuper de la machine à café, bien que je l'ai vue lever les yeux toutes les quelques secondes. Elle était toujours la pacificatrice ou la complice, selon le point de vue. Les enfants de Chloé étaient dans l'autre pièce avec un iPad. Quelques cousins ont détourné le regard, mal à l'aise. D'autres semblaient curieux, comme s'ils me voyaient clairement pour la première fois. Je ne suis pas venu ici pour impressionner qui que ce soit, ai-je dit finalement. Je suis venu parce que j'ai été invité. Oh, s'il te plaît, s'est moqué Chloé. Tu n'as pas dit un mot sur l'article. Tu voulais cette réaction. Non, ai-je dit, la voix égale. Je n'ai rien dit parce que je savais exactement comment ça se passerait. Et j'avais raison. Papa a levé les yeux au ciel. Ça recommence. Toujours à te poser en victime. Cela a touché un point sensible. Pas seulement pour moi, pour Léo aussi. C'est ce que vous pensez? A-t-il demandé en se tournant vers papa. Qu'elle invente tout ça, qu'elle veut être négligée? Elle veut de l'attention, a dit mon père. Elle en a toujours voulu. C'est juste plus subtil. Tout ce complexe du martyr. Et soudain, quelque chose en moi a cédé. Pas de la colère, exactement, juste de la clarté. J'ai pris une inspiration, me suis dirigé vers la table d'appoint et j'ai sorti une petite enveloppe de mon sac. C'était censé être quelque chose de discret, un geste, un cadeau pour ma nièce, la plus jeune de Chloé, qui m'avait dit l'année dernière qu'elle voulait devenir infirmière comme moi un jour. Je lui avais organisé une visite à mon hôpital avec l'une de nos infirmières pédiatriques. Je lui avais même fait faire un cordon personnalisé avec son nom dessus. Mais maintenant, en regardant cette enveloppe, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à ressentir jusqu'à ce moment. Ça ne serait pas apprécié. Pas par les gens dans cette pièce. Pas à moins que je ne devienne quelqu'un que je n'étais pas. Et même alors, ils trouveraient quelque chose à redire. Alors j'ai glissé l'enveloppe dans mon sac. Qu'est-ce que c'est? A demandé Chloé, remarquant le mouvement. Rien, ai-je dit. Quelque chose que j'ai réalisé que je n'ai pas besoin de donner. La pièce était tendue. Je pouvais le sentir dans la façon dont les gens se tenaient, toujours dans l'attente. Léo a reculé de quelques pas et a regardé sa femme. Tu ne m'as jamais dit que ta sœur travaillait là-bas, dit-il lentement. Chloé eut un petit rire. Parce que je ne pensais pas que c'était pertinent. Léo a hoché la tête. Tu ne pensais pas que c'était pertinent que ta sœur fasse partie de l'équipe d'intervention d'urgence qui a sauvé la vie du fils d'un haut fonctionnaire? Elle a cligné des yeux. Haut fonctionnaire? Ouais, a dit Léo en se frottant la mâchoire. Le cabinet du préfet de la région envoie une délégation pour honorer l'hôpital la semaine prochaine. Ils ont invité les chefs d'équipe. Ce qui l'inclut. Tout le monde s'est tourné vers moi, et pour la première fois, j'ai vu la mâchoire de mon père se contracter. Une minuscule fissure dans le dédain poli. Oh, dit-il sèchement. Je n'ai pas répondu parce que j'avais déjà pris une décision. J'allais partir tôt, mais pas tout de suite. Parce qu'avant de sortir de cette maison pour ce qui pourrait très bien être la dernière fois, j'allais dire ce que j'avais gardé en moi pendant des années. J'allais le dire calmement, clairement et devant tout le monde. Je me tenais dans cette pièce, mon sac à mes côtés, ma respiration régulière. Mon père arborait toujours la même expression indéchiffrable, ce mélange de politesse forcée et de dédain subtil qu'il réservait au moment où il ne pouvait pas nier quelque chose mais ne voulait pas céder de terrain non plus. C'était un regard que j'avais vu un nombre incalculable de fois. Chloé s'était reculée de quelques pas derrière Léo, croisant les bras comme si elle avait froid. Thomas était silencieux pour une fois, ce qui en disait plus que tout ce qu'il avait jamais dit à voix haute. Le reste de la pièce était figé. On aurait pu entendre une cuillère tomber. J'ai pris mon temps, non pas pour créer du drame,
mais parce que je pesais quelque chose que je n'avais pas osé faire jusqu'à présent, ce que j'étais vraiment prête à dire, et ce que j'étais prête à laisser partir. Vous savez, ai-je commencé, la voix égale, quand j'ai commencé à être infirmière, j'avais honte quand les gens me demandaient ce que je faisais dans la vie. Non pas parce que je pensais que c'était honteux, j'ai toujours su que ce travail est important, mais parce que je pouvais déjà entendre sa voix dans ma tête. J'ai incliné la tête vers mon père, qui n'a pas bronché, se contentant de me regarder, les lèvres pincées. Juste une infirmière, ai-je dit. Il l'a dit quand j'ai été accepté dans le programme. Il l'a dit quand j'ai réussi mes examens. Il l'a dit quand j'ai été promu chef du triage. C'est devenu une sorte de rythme dans ma vie. Chaque succès, chaque pas en avant, était accueilli par une phrase qui me remettait à ma place. Ne déforme pas mes mots, dit-il enfin. Je n'ai jamais dit que tu ne faisais pas de ton mieux. Tu n'as jamais eu à le faire, ai-je répondu calmement. Il a toujours été clair ce que tu penses des gens qui construisent leur vie par un travail constant et discret. Si ce n'est pas ta accent grave-l'œil, ça n'a pas d'importance. Si ça ne peut pas être résumé par une vantardise lors d'un cocktail, c'est sans pertinence. Thomas s'est éclairci la gorge. Bon, allez. Ça tourne à la leçon de morale. Non, ai-je dit en me tournant vers lui. Pas encore. Parce que je ne suis même pas arrivé à toi. Il a changé de pied, essayant de paraître impassible. Tu t'es moqué de moi à chaque occasion, ai-je continué. Chaque fois que je manquais un événement familial parce que j'avais un service de nuit, tu faisais une blague sur le fait que récurer le sang de mes chaussures ne devait pas valoir le gratin manqué. Quand je suis resté tard pendant la pandémie, tu as dit que j'étais dramatique, que les infirmières ne faisaient que leur travail. J'ai pris une inspiration. Alors oui, je suis restée silencieuse pendant des années, mais pas parce que je n'avais rien à dire. Je suis restée silencieuse parce que je pensais que peut-être, un jour, je ferais quelque chose de si irréfutablement bien que vous me verriez enfin. Et c'est mon cas, intervint doucement Léo. Je me suis tourné vers lui et hoché la tête. Merci. Mais la vérité, c'est que je n'ai plus besoin de votre validation. Ni de la tienne, ni de celle de cette famille. Pas après tout ça. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti un petit dossier. Quelques personnes se sont penchées, curieuses. Je l'ai brandi. Ceci, ai-je dit, est une lettre d'offre. Thomas a souri avec mépris. Quoi? Tu changes d'hôpital? J'ai souri, à peine. Non. Je suis engagé comme consultante pour un conseil de stratégie d'un système de santé. Ils m'ont contacté après l'article. C'est un contrat de 2 ans. Je vais aider à coordonner les meilleures pratiques dans 5 hôpitaux de la région et à former les nouvelles équipes au leadership en matière d'intervention d'urgence. Le silence s'est étiré. Il me paie plus que ce que tu as gagné pendant tes 10 premières années dans la finance, Thomas, ai-je dit, toujours calme. Mais ce n'est pas pour ça que je vous le dis. Chloé s'est moquée. Alors qu'est-ce que c'est? Un discours de victoire? Non, ai-je dit. C'est un adieu. J'ai regardé la pièce, une personne après l'autre. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à travailler dans le chaos. J'ai tenu la main de personnes alors qu'elles s'éteignaient. J'ai calmé des familles en état de choc. J'ai vu des collègues s'effondrer d'épuisement et se relever. Bref, vous savez ce que je n'ai jamais vu dans ces pièces? Ce que je n'ai jamais entendu de la part d'un patient ou de sa famille. J'ai marqué une pause. Personne n'a jamais dit, ce n'est qu'une infirmière. Cette phrase est restée en suspens. J'ai fini de courir après des miettes d'approbation, ai-je dit. J'ai construit une vie en dehors de ces murs. J'ai le respect de personnes qui comptent. J'ai des collègues qui m'appellent quand tout s'effondre parce qu'ils savent que je peux garder le contrôle. J'ai mérité chaque parcelle de cela. Mon père a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Il l'a refermée. J'allais aider à payer le stage d'été de Manon, ai-je dit en regardant Chloé. Elle m'a dit qu'elle voulait observer quelqu'un en néonatologie. J'avais un plan pour couvrir ses frais de voyage et de séjour et j'avais tout arrangé avec l'un de nos formateurs en soins infirmiers. Chloé a cligné des yeux. Mais après ce soir, ai-je dit en glissant l'enveloppe dans mon sac, je l'annule. J'offrirai la place à un étudiant qui n'a jamais eu de soutien de sa famille. Quelqu'un qui n'a pas une famille qui prend les opportunités pour acquises.
Léo avait l'air stupéfait. Elle ne savait pas, dit-il doucement. Je sais, ai-je dit. C'est ça le pire. Je me suis tourné vers ma mère, qui n'avait toujours pas dit un mot. Tu me disais de laisser tomber. Chaque fois que quelqu'un faisait un commentaire, chaque fois que je rentrais à la maison en larmes, tu disais, ne fais pas de problème. Il ne le pensait pas comme ça. Tu appelais ça maintenir la paix. J'appelle ça choisir le confort plutôt que le courage. Ses yeux étaient brillants, mais elle n'a rien dit. Je me suis éloigné du centre de la pièce, vers la porte. Je ne pars pas en claquant la porte. Je m'éloigne, tout simplement, ai-je dit. Je répondrai toujours au téléphone, mais je ne participerai plus à ces réunions. Pas tant que vous ne me verrez pas pour tout ce que je suis, pas seulement les parties qui correspondent à vos histoires. Et puis, juste au moment où j'atteignais l'entrée, mon père a crié, « Tu crois que cette petite mise en scène va changer quelque chose ? Tu reviendras en rampant comme toujours. La vie est solitaire sans famille. » Je me suis retourné lentement. Puis j'ai dit les mots que je n'aurais jamais pensé dire. J'ai déjà construit une famille, ai-je dit. Une qui m'a choisi. À l'hôpital, dans les services de nuit, dans les moments les plus difficiles. J'y vois plus d'amour en une semaine que je n'en ai vu ici en 30 ans. Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder. Et c'est alors que Léo, encore en train de tout digérer, a fait quelque chose que personne n'attendait. Il s'est avancé. Léo a fait un pas en avant, le visage pâle mais concentré. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé Chloé. Tu savais, dit-il, d'une voix calme mais tranchante. Tu savais exactement qui était ta sœur et ce qu'elle avait fait. Et tu as quand même laissé tes parents se moquer d'elle comme ça. Chloé cligna des yeux, prise au dépourvu. Léo, elle rend ça plus dramatique que ça ne l'est. Nous l'avons tous soutenue. Nous étions fiers d'elle, juste pas de la manière qu'elle voulait. Il s'est tourné complètement vers elle. J'ai travaillé avec des politiciens, des présidents directeurs généraux, des donateurs, et aucun d'eux n'a parlé de l'article comme tu viens de le faire. Ils étaient admiratifs de ce qu'elle a fait. L'un d'eux l'a qualifiée d'héroïne. Toi, tu en as ri. Elle a croisé les bras fermement. Elle a toujours été sensible. Léo la fixa. Non. Tu as toujours été méchante. Cela a fait taire même le brouhaha de fond. Et puis il a dit la chose qui a entièrement changé la dynamique. Je veux quelques jours pour réfléchir, dit-il sèchement. À nous. Le visage de Chloé est devenu blanc. Attends, quoi ? Je veux réévaluer certaines choses, a-t-il dit. J'ai négligé beaucoup de choses, mais je ne continuerai pas à prétendre que c'est normal. Plus maintenant. Chloé a balbutié quelque chose sur le fait d'être prise au dépourvu, mais Léo est passé devant elle et est sorti par la porte d'entrée. Il n'a même pas jeté un regard en arrière. Je ne m'y attendais pas, mais je ne l'ai pas arrêté. J'ai simplement ajusté la sangle de mon sac et me suis retourné une dernière fois vers la pièce. Mon père était toujours debout près de la table à manger, une main agrippant le dossier d'une chaise. Thomas avait disparu dans le couloir, évitant probablement toute implication supplémentaire. Ma mère s'était affaissée sur la coudoir du canapé, une petite serviette serrée dans sa main. Je n'ai rien dit de plus. Il n'y avait rien de plus qu'il méritait d'entendre. Je suis parti. La porte s'est refermée derrière moi. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de devoir regarder par-dessus mon épaule en m'éloignant. Il n'y avait ni culpabilité, ni peur, ni plus besoin de tirer sur des fils invisibles pour essayer de rester attaché à des gens qui refusaient de me voir. Les jours suivants sont passés rapidement. Léo m'a envoyé un message le lendemain matin, un message sincère. Il m'a remercié. Il n'est pas entré dans les détails, mais je sentais que quelque chose avait changé en lui. J'ai appris plus tard qu'il avait pris un congé temporaire de son travail et s'était installé dans un hôtel. Il n'a pas encore demandé le divorce, mais il était distant, silencieux, réfléchi. Il a fini par me recontacter pour dire qu'il m'avait toujours admiré et qu'il n'avait que récemment réalisé à quel point Chloé avait modelé leur foyer en une version miniature de celui de nos parents, plein d'images, de statues et de cruauté subtile. Il ne savait pas ce qui allait suivre. Je lui ai dit que je respectais son honnêteté mais que je ne voulais pas m'impliquer. Il a accepté. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Quant à Chloé,
Elle a envoyé un seul message une semaine après la réunion. Il était court, tu n'avais pas à m'humilier devant tout le monde. Je n'ai pas répondu parce que je ne l'ai pas humiliée. Elle s'est humiliée toute seule. Thomas est resté silencieux. Pas un seul mot de sa part. Pas surprenant. Il s'est toujours plus soucié de la perception que de la résolution. Ma mère a laissé un message vocal. Un long message. Elle disait qu'elle ne savait plus quoi faire. Que la famille s'effondrait. Que le temps où les choses étaient simples lui manquait. Mais les choses n'ont jamais été simples. Elles étaient juste silencieuses. Et ce silence protégeait tout le monde sauf moi. Je n'ai pas rappelé son appel non plus. 2 mois ont passé. J'ai commencé mon nouveau poste de consultante. C'était stimulant, gratifiant et complètement en dehors du domaine de ce que ma famille avait jamais imaginé pour moi. J'ai pu voyager entre les hôpitaux, former les nouvelles équipes de traumatologie et diriger des discussions sur les politiques qui avaient un impact réel. J'ai été invité à une conférence en tant que conférencière principale. J'ai accepté. Après, une étudiante infirmière est venue me voir les larmes aux yeux et m'a dit, « Grâce à vous, je me suis sentie à ma place. » Ce moment est resté avec moi. C'était la famille que j'avais choisie, la communauté qui me voyait, qui croyait en moi, qui n'avait pas besoin d'être convaincue que j'avais de l'importance. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par un cousin que mon père avait été interrogé en passant sur mon rôle de consultante lors d'une collecte de fonds locale. Sa réponse, « Oh, elle est partie faire quelque chose, toujours à courir partout. » Et ce fut la confirmation finale. Il ne changerait jamais, pas plus que Chloé ou Thomas ou ma mère, qui excusaient toujours leur comportement au nom du maintien de la paix. Mais moi, j'avais changé. La dernière pièce de ma vengeance était simple. J'ai disparu entièrement de leur monde. Pas de nouvelle adresse, pas de visite pour les fêtes, plus besoin de me montrer par culpabilité ou par un sens du devoir mal placé. Ils se sont retrouvés avec exactement ce qu'ils appréciaient le plus, les uns les autres, leur version du succès et leur hiérarchie de l'importance, basée sur le statut et le vernis, pas sur le caractère. Et moi? J'ai avancé. Pas amer, pas en colère, mais libre. C'est la situation actuelle. J'ai la paix, une carrière dont je suis fier, des amis et des collègues qui me respectent, et un avenir qui n'appartient qu'à moi. Quant à ma famille, ils sont toujours là où ils ont toujours été, mais je ne regarde plus en arrière. Merci d'avoir lu. Partagez vos pensées dans les commentaires.